Bonjour à tous, sous chacune de mes vidéos parlant de l'armée romaine, je vois des commentaires faisant l'éloge de la réforme de Marius ou rappelant simplement son importance. Et il est vrai que cette réforme de 107 avant Jésus-Christ est souvent considérée comme la réforme qui a professionnalisé l'armée et créé ce qui deviendra plus tard l'armée impériale. Mais comme on va le voir dans cette vidéo, la réforme de Marius est souvent un peu surestimée et certaines parties de cette réforme n'ont pas été appliquées par Marius et lui sont postérieures ou n'ont tout simplement jamais eu lieu. On va donc essayer de démêler le faux du vrai dans cette vidéo. Je vois déjà arriver sous cette vidéo les commentaires assassins des défenseurs acharnés de cette sacro-sainte réforme. Mais regardez cette vidéo en entier avant de commenter, car au-delà de cette réforme, je vais aussi vous parler de Marius, qui est l'un des plus grands généraux de la fin de la République romaine. Dernière précision avant de commencer, toutes les dates que je vais évoquer sont avant Jésus-Christ, même si je ne le préciserai pas à chaque fois, pour un souci de clarté dans l'éloquence. Voilà, trêve de blabla, commençons. Caius Marius est né à Arpinum vers 157 avant Jésus-Christ. Il est issu de l'ordre équestre, ce qui fait de lui un homo novus, un homme nouveau, c'est-à-dire un homme politique sans ancêtre noble. Il utilisera d'ailleurs ses origines modestes à son avantage pour critiquer l'aristocratie qui serait selon lui gangrénée par l'arrogance, la corruption et l'hellénisme. La personnalité de Marius est sujette à controverse, ce qui fait de lui un personnage ambigu. Cicéron est sans doute celui qui le résume le mieux, en disant que c'est un homme inculte, mais que c'est un vrai homme. L'éducation qu'il a reçue, davantage militaire qu'intellectuelle, semble être en accord avec ce portrait de Cicéron. Aux yeux de l'histoire, il reste un grand général, mais avec ses faiblesses. En 134, il commence réellement sa carrière militaire en étant élu tribun militaire. Il sert sous les ordres de Scipion Émilien lors du siège de Numance, siège qui se soldera quelques mois plus tard par la destruction de la cité et le suicide collectif d'une partie de ses habitants. Par la suite, fort de ce succès et grâce au patronat des Caecili Metili, il entame le cursus honorum et devient questeur en 121. En 119, il se fait élire tribun de la plèbe et se rapproche du parti des populares, une tendance politique populiste souhaitant favoriser les citoyens les plus pauvres, en opposition aux optimates, qui est une tendance politique beaucoup plus conservatrice et favorable à l'aristocratie. Il commence à devenir de plus en plus populaire auprès des chevaliers et du peuple, mais il commence aussi à effrayer le Sénat qui lui met des bâtons dans les roues. Il parvient tout de même à se faire élire prêteur en 115 et ce malgré des accusations de corruption électorale. Il part combattre l'année suivante en Espagne en tant que pro-prêteur. Il rentre finalement à Rome en 110 et se rapproche du patriciat en épousant Julie, la future tante de Jules César. Finalement, c'est véritablement en 109 que sa carrière prend un véritable essor, quand Metellus le prend dans son état-major pour la guerre contre Jugurtha. La guerre de Jugurtha fait partie de ces conflits un peu oubliés de l'histoire de Rome. Cette guerre a pour origine un conflit de succession dans le royaume de Numidie, un royaume voisin des provinces romaines, mais un royaume indépendant. Lorsque le roi Micipsa meurt en 118, il a 3 héritiers, 2 fils biologiques, Hiempsale et Adherbal, et un fils adoptif, Jugurtha. La Numidie devait être séparée entre ses 3 héritiers, mais Jugurtha ambitionne de réunifier le royaume et fait assassiner Hiempsale. Adherbal se réfugie alors à Rome. Pour régler la situation pacifiquement, le Sénat ordonne que le royaume soit séparé en 2 et Adherbal va s'installer à Cirta. Mais en 112, Jugurtha attaque son frère et met le siège devant Cirta. Le Sénat romain, peut-être corrompu par Jugurtha, autorise ce dernier à prendre la ville, mais Jugurtha va trop loin. Il assassine Adherbal et fait massacrer tous les Romains présents dans la ville. Cela sert de prétexte aux Romains pour lui déclarer la guerre l'année suivante. Metellus est alors désigné comme général pour mener cette guerre. Il prend avec lui Marius comme lieutenant. Après quelques victoires romaines, Marius souhaite rentrer à Rome pour se faire élire consul. Mais Metellus, n'appartenant pas au même camp politique que Marius, refuse de le laisser partir. Pendant ce temps-là, les choses sont loin de s'améliorer en Numidie. Durant l'hiver 109-108, Jugurtha fait massacrer des civils romains avant d'être repoussé par Metellus.
En 107, Marius est enfin autorisé à retourner à Rome. Il se fait élire consul, puis revient en Numidie avec sous ses ordres un lieutenant ambitieux du nom de Sylla. En 105, il finit par vaincre et capturer Jugurtha. Marius triomphe de cette victoire le 1er janvier 104 et Jugurtha est étranglé au cours de cette cérémonie. Le deuxième moment fort de la carrière militaire de Marius est l'invasion dite des Cimbres et des Teutons. Il s'agit là d'une guerre strictement défensive pour Rome. À partir de 120, une masse d'envahisseurs venus du nord commence à s'ébranler. Il s'agit principalement de Cimbres, de Teutons, de Tigurins, d'Ambrons mais aussi de Celtes. L'apparence de ces hommes effraie les Romains qui n'ont pas l'habitude de voir des guerriers aussi grands avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Sans compter que ces barbares vont au combat enthousiasmés et pratiquement sans aucun équipement défensif. Tout cela déstabilise les soldats romains qui vont subir plusieurs défaites importantes. En 114, le consul Carbo est vaincu et tué lors de la bataille de Noreia. En 109, c'est le consul Marcus Junius Silanus qui est vaincu près de Lyon. Et en 107, les Tigurins battent le consul Lucius Cassius Longinus à la bataille d'Agen. Le consul est tué et les légionnaires humiliés en étant forcés de passer sous le joug. Cette triste série se conclut par la célèbre bataille d'Orange en 105 avant Jésus-Christ. Les Romains sont écrasés par les Cimbres et les Teutons et perdent près de 80 000 hommes. L'un des deux consuls est même exilé suite à cette défaite. Pour les Romains, ce sont les pertes les plus importantes en une seule bataille depuis la défaite contre les Carthaginois à Cannes en 216 avant Jésus-Christ. Vous l'aurez compris, les choses sont très mal engagées pour les Romains. En plein désarroi, le Sénat confie le commandement de l'armée à Marius pour qu'il remette un peu d'ordre dans tout ce bazar. Les premiers résultats arrivent à l'automne 102 à la bataille d'Aix. Marius et ses hommes y écrasent les Ambrons, les Tigurins et surtout les Teutons. Pour effrayer les survivants, il interdit qu'on donne une sépulture aux vaincus et ordonne qu'on laisse pourrir les corps des Germains sur place. Ce qui fait quand même, d'après les sources, environ 80 000 corps. Finalement, ce conflit se termine l'année suivante en 101 lorsque Marius et Catulus anéantissent les Cimbres à la bataille de Verceil. Ces derniers auraient perdu 140 000 hommes contre seulement 3 000 pour les Romains. Ces chiffres sont évidemment à prendre avec des pincettes et sont invérifiables. Mais quoi qu'il en soit, la menace des Germains est éradiquée. C'est au cours de ces deux conflits que Marius va entreprendre quelques réformes pour améliorer l'armée romaine. Les historiens du 19e et du 20e siècle ont considéré que Marius avait révolutionné l'armée romaine. On sait aujourd'hui que c'est largement exagéré, même si aujourd'hui les historiens ont un peu tendance à faire l'inverse et à trop minimiser son impact. On va donc essayer de démêler le vrai du faux. La date retenue de la réforme de Marius est 107 avant Jésus-Christ, ce qui correspond à la date du premier consulat de Marius, car c'est à partir de cette date qu'il a pu commencer à agir. Mais ces réformes se sont étalées dans le temps et ont duré plusieurs années, voire plusieurs décennies. Mais concrètement, qu'a-t-il fait ? Eh bien tout d'abord, il a réorganisé l'exercice militaire pour que celui-ci soit effectué de façon plus rigoureuse et plus régulière, et il a imposé aux soldats le port d'un pactage plus lourd pour les contraindre à davantage d'efforts. Il a également donné un emblème à chaque légion, une aigle, et oui, une aigle au féminin. Il fait cela dans le but de renforcer la cohésion de l'unité, mais aussi pour donner aux légions un caractère permanent. L'aigle perdurant, la légion n'est pas dissoute après chaque campagne. Cela ne signifie pas que les soldats sont des professionnels et qu'ils ne sont pas démobilisés après une campagne, puisqu'ils le sont, mais cela signifie plutôt que la légion conserve son identité. Enfin, il a créé un nouveau pilum, qui est le pilum classique de l'armée romaine que vous connaissez probablement tous. Entre la pointe en fer et le manche en bois, il fait mettre une cheville qui se brise au premier choc, ce qui empêche l'ennemi de renvoyer le projectile à l'expéditeur. Il reste un élément de la réforme de Marius à évoquer, qui est probablement le plus célèbre de tous, l'enrôlement des prolétaires. Avant Marius, seuls les propriétaires répondant à des critères censitaires peuvent intégrer l'armée, et on entend souvent dire que grâce à la réforme de Marius, les plus pauvres qui n'ont pas de terre et qui ne remplissent pas les conditions censitaires ont pu intégrer l'armée.
Sachez que c'est un peu vrai, mais que c'est aussi en grande partie faux. Marius a effectivement enrôlé des prolétaires, mais relativement peu, pas plus de 5000 hommes, et il n'a pas aboli le cens, qui définit la richesse nécessaire pour pouvoir intégrer la légion. Il est probable que Marius ait choisi d'enrôler tous ceux qui se présentaient à lui, prolétaires compris, par calcul politique, afin d'augmenter sa popularité. Cette mesure reste ponctuelle et exceptionnelle. C'est surtout lors de la guerre sociale qui dure de 91 à 89 avant Jésus-Christ que des prolétaires vont être enrôlés en masse afin de répondre aux besoins énormes de l'armée romaine à ce moment-là. D'ailleurs, cette guerre sociale représente pour l'organisation de l'armée romaine une rupture bien plus importante que la réforme de Marius. Et je sais ce que vous allez me dire, oui, Marius a participé à cette guerre sociale, mais comme on le verra par la suite, il n'y a pas forcément brillé. Ce phénomène d'enrôlement des prolétaires va ensuite s'accentuer durant les guerres civiles, car Rome a besoin de toujours plus d'hommes. C'est finalement Auguste qui va officiellement réformer et professionnaliser l'armée romaine, très exactement le 5 juillet 13 avant Jésus-Christ, par un discours devant le Sénat. J'en profite pour préciser qu'à partir d'Auguste, l'armée fournit l'équipement aux soldats afin que tous les soldats aient le même équipement, ce qui n'était pas forcément le cas sous la République romaine. Mais ce sont les soldats qui payent cet équipement. Afin de permettre aux plus pauvres d'intégrer la légion, les soldats de l'armée impériale payent leur équipement via un prélèvement à la source effectué directement sur leur solde, un peu comme on paye nos impôts aujourd'hui en France. Donc pour en terminer avec la réforme militaire de Marius, non, il n'a pas instauré la gratuité de l'équipement pour les soldats romains, puisque même sous l'Empire, il n'y a pas de gratuité de l'équipement pour les soldats romains. La carrière de Marius ne s'arrête pas avec sa victoire sur les Cimbres et les Teutons. Après ces événements, il décide de se retirer totalement de la vie politique et militaire de 99 à 91 avant Jésus-Christ. Il fait finalement son retour en 90 lors de la guerre sociale, dont il faudra vraiment que je vous parle plus en détail un jour. Ce retour est quand même compliqué, puisqu'il revient comme simple légat et ne se montre pas particulièrement brillant. C'est finalement dans le cadre d'une guerre civile que Marius va faire parler de lui une dernière fois. Cette guerre va opposer deux généraux. D'un côté Marius, populares d'origine plébéienne et âgé d'environ 69 ans, et de l'autre Sylla, optimates d'origine patricienne, âgé d'environ 50 ans. Sur fond de querelle entre optimates et populares, Marius et Sylla se disputent pour obtenir le commandement militaire de la future guerre contre Mithridate VI. C'est finalement Sylla qui va obtenir ce commandement en 88, mais la situation politique est quelque peu bloquée. Sylla, un optimates, est consul, mais les tribuns de la plèbe, qui sont majoritairement des populares et qui, pour rappel, ont un droit de veto sur les décisions du consul, entravent absolument toutes les actions de Sylla. Tandis que Sylla se rend en Campanie pour rejoindre ses troupes et les préparer à la guerre contre Mithridate VI, un tribun de la plèbe du nom de Publius Rufus va faire voter la destitution de Sylla et confie le commandement de la guerre à Marius. Sylla, furieux, décide de marcher vers Rome avec son armée. Marius tente alors une dernière médiation un peu désespérée, à laquelle Sylla répond étonnamment de façon favorable. Mais ce dernier va surtout profiter des négociations pour envoyer des cavaliers dans tous les points stratégiques de la ville, ce qui va contraindre Marius et Rufus à fuir. Marius va finalement s'exiler en Afrique et Sylla récupère son commandement. Il n'y reste pas très longtemps puisque dès l'année suivante, en 87 avant Jésus-Christ, avec l'aide du consul Cinna, Marius pénètre dans la ville de Rome et se débarrasse de tous les partisans de Sylla qui s'y trouvent encore. Il en profite également pour mettre à mort quelques membres de l'aristocratie sénatoriale, histoire de mettre tout le monde au pas. Marius est élu consul pour la 7e fois, mais il tombe malade et meurt probablement d'une pleurésie le 13 janvier de l'année 86. Marius est l'une des figures les plus importantes du début de la crise de la fin de la République romaine. Si aujourd'hui Marius est surtout connu pour sa réforme de l'armée romaine, dans les faits, ses actions de général dans les guerres contre Jugurtha et contre les Cimbres et les Teutons ont eu un impact beaucoup plus important sur l'histoire. La fin de sa vie est sujette à plus de controverses et ses actions dans sa guerre contre Sylla et toutes les exactions qu'il a commis à ce moment-là ternissent clairement sa réputation, mais il reste l'une des figures les plus importantes de la fin de la République romaine.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout que le son était bon parce que je suis un petit peu enrhumé. En tout cas, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne, c'est toujours le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir mon travail. Dans cette vidéo, je vous ai un petit peu parlé du début des guerres civiles, de la fin de la République romaine et de la guerre sociale. Alors si ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour développer un petit peu toute cette période qui est quand même assez complexe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je m'attellerai à cette tâche avec grand plaisir. En attendant, prenez soin de vous, profitez du retour des beaux jours en espérant qu'ils arrivent un jour parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est franchement pas ça. Prenez soin de vous, portez-vous bien, à très bientôt.